On va parler... Ma voix est partie en couille. Elle a déraillé. Elle s'est dit, je pars au Bagdad. Le fanservice. La nostalgie. Un truc qui est présent dans le cinéma depuis longtemps. Et que beaucoup de gens... Putain, j'ai envie de récupérer ma voix au bout d'un moment. En tout cas, beaucoup de gens crachent dessus. Mais... Est-ce que la nostalgie, c'est mauvais? Est-ce que le fanservice au cinéma, c'est mauvais? Je parle même pas du fanservice en mode les caméos Spider-Man No Way Home ou de Flash. Je parle de tout ce qui a un attrait avec la nostalgie, avec le fanservice. Le fanservice en soi, c'est quoi? C'est donner aux fans des trucs qui vont lui dire « Oh, ça c'est trop bien, etc. » C'est en gros donner aux fans ce qu'on pense qu'ils veulent. Alors, ok, des fois c'est ce qu'ils veulent, mais le fanservice, c'est rarement ce dont les fans ont besoin. Par exemple, dans Spider-Man No Way Home, l'arrivée des Spider-Man n'est pas expliquée. Je veux dire, on fera une vidéo entière là-dessus. Là, je vais aller très rapidement avec No Way Home parce que c'est pas le sujet. Mais dans Spider-Man No Way Home, je suis désolé, les deux Peter Parker, ils ont absolument rien à foutre là. Puisqu'on est censé avoir les ennemis de Spider-Man qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Ok, alors qu'est-ce que ces deux cons font là? Et pourquoi est-ce qu'il y a Electro et le lézard? Enfin non, peut-être pas le lézard, mais en tout cas Venom de l'univers de Sonic, même pas de Spider-Man. Voilà. A contrario, pourquoi avoir intégré Batman dans The Flash? Et surtout le Batman avec Michael Keaton, il sert à rien. Pourquoi, si on voulait avoir un Batman alternatif, ne pas avoir pris une version alternative où Jeffrey Dean Morgan aurait joué le rôle de Thomas Wayne en tant que Batman? Un petit peu comme dans le comics que vous avez utilisé comme inspiration pour votre film qui s'appelle Flashpoint. Imaginez 30 secondes avoir Jeffrey Dean Morgan en Batman. Ce serait insane. Ça n'arrivera jamais. C'est trop triste. Et pourtant, ça c'est du fanservice. Et dans The Flash, bon, The Flash on pourrait faire une vidéo entière sur l'utilité du fanservice de The Flash. Je veux dire Michael Keaton qui est juste là pour expliquer le scénario est crevé. Sacha Calais qui est juste là parce que Henry Cavill pouvait pas prendre son rôle. Le Superman de Christopher Reeves qui est un peu mort. On rappelle, le Batman d'Adam Driver, qui est aussi un petit peu mort, le Superman de George Reeves, qui aux dernières rumeurs se serait suicidé à cause de son rôle de Superman, donc super les gars de le mettre dans son Superman post-mortem, le Superman de Nicolas Cage, qui n'a jamais été là, hein, Nicolas Cage, son film il a été annulé, et le type n'a même pas filmé ces scènes-là, c'est que du truc en CGI dégueulasse. Donc voilà, le film de The Flash, non seulement il utilise mal la nostalgie, et le fanservice, mais surtout il l'utilise en profanant la tombe de gens. Là c'est un autre problème carrément. C'est même plus le problème de mal écrire le film, c'est le problème de au bout d'un moment la personne que tu utilises pour faire ton fanservice est morte. Et ça a été prouvé, ils ont pas demandé l'autorisation de la famille. Hein. Ils l'ont utilisé comme ça, hein, nique sa mère. Hein. Ça c'est du mauvais fanservice. Mais est-ce que le fanservice est-ce que le fanservice en général est mauvais? Pour moi, c'est simple. Il y a deux types de fanservice. Il y a le fanservice qui est nul, il n'y a pas d'autre mot, ça c'est le fanservice de The Flash, c'est ce bisou dans Star Wars 9 qui ne sert à rien. Je dirais 3 minutes avant tu lui as planté ton sabre dans la gueule, meuf, réfléchis 30 secondes, et il y a le bon fanservice. Et qu'est-ce que j'entends par bon fanservice? Je parle du fanservice qui est utile à l'histoire. Par exemple, Ghostbusters Afterlife, les anciens Ghostbusters reviennent, mais en même temps c'est un petit peu leur pote qui est mort. C'est la famille de leurs potes. Donc ils ont une certaine utilité. Alors, ils sont assez secondaires, mais ils viennent soutenir les descendants d'un de leurs meilleurs amis. Il y a une utilité derrière. J'ai pas vu Frozen Empire et arrêtez de me casser les couilles avec ce film. Il y en a dans les commentaires, vous commencez à me faire chier, j'ai pas envie de le voir, foutez-moi la paix, putain. Mais je trouve que c'est un fanservice utile. Pareil avec ce qui est de Jurassic World. Beaucoup de gens disent que dans Jurassic World, c'est du fanservice. Alors, je parle de fanservice, bien évidemment, c'est quand les deux gosses vont dans l'ancien parc. Vous êtes au courant que c'est la même île? C'est Isla Nublar.
Bah oui, s'ils marchent 20 km, ils tomberont sur l'île. Enfin, sur l'ancien parc. Ils auraient complètement même pu tomber sur la porte, en fait. L'ancienne porte. Et ça aurait été... Oh, ça aurait été incroyable. Je les vois arriver avec une torche en main, contre-plongée. Enfin non, plutôt... Plongée ou contre-plongée? Non, plongée. Ouais, non, contre-plongée. Putain, je sais plus. J'ai des cours de cinéma et j'ai oublié. Ça, c'est une plongée ou c'est une contre-plongée quand t'es comme ça? Non, ça, c'est une plongée. Donc, contre-plongée, je disais. Où t'as les deux gamins avec une torche dans la main. Et tu vois la grande porte. Voilà, plein de végétation. Ça donnerait un super décor. Aujourd'hui, la Nublar a explosé, donc voilà. Mais je trouve que dans Jurassic World, le fanservice est pas inutile. Je veux dire, on arrive, on rappelle que c'est la même île. C'est un petit peu comme dire que le T-Rex de Jurassic Park est aussi le T-Rex de Jurassic World. C'est le même tyrannosaure. Et en plus, ça sert le message du film des nouveaux effets spéciaux face aux anciens effets spéciaux. Ce qui serait un peu plus critiquable, par contre, c'est la scène de Jurassic World Fallen Kingdoms où Blue et Owen se retrouvent près de la voiture de Jurassic Park. Celle qui est retournée en bas de l'arbre là. Là, cette séquence nous rappelle Jurassic Park, mais elle sert pas vraiment à grand chose dans l'histoire. C'est du fanservice. Mais est-ce que c'est vraiment du fanservice ou est-ce qu'on relève plus du niveau de la référence? Et quelle est la différence entre une référence et du fanservice? Ça se passe sur la même île que Jurassic Park. Donc oui, au bout d'un moment, si tu continues à marcher dans l'île, au bout d'un moment, tu vas tomber sur les décors du premier film. C'est logique. C'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir de voir que les trucs sont toujours là 20 ans après. Dans The Flash, par contre, le Batman avec Keaton ne sert à rien. Pourquoi est-il là? Ready Player One, c'est beaucoup des références. Est-ce que c'est du fanservice pour autant? Mec, le film se passe dans un jeu vidéo. Alors oui, tu peux avoir l'avatar que tu veux. Logique. Et maintenant, je vais poser une question. Merde, mon écran, où es-tu? Dans Resident Evil Raccoon City. Oui, encore ce film. Est-ce que c'est du fanservice ou est-ce que c'est une référence de voir le commissariat de Raccoon City? Par exemple, beaucoup de gens ont râlé là-dessus en disant oui, il y a du fanservice, gna gna gna. Le film est une fusion des 3 premiers... Ouh, pardon, c'est pas la bonne image. Le film est une fusion des 3 premiers jeux. Tu peux pas passer... tu peux pas faire une adaptation de Resident Evil 2 sans entrer dans le RPD. Surtout que c'est un petit peu la base des Stars. Donc en soi, même avoir le RPD dans une adaptation de Resident Evil 1 serait pas si con. C'est un bâtiment de Raccoon City. Au bout d'un moment, le jeu se passe à Raccoon City. Tu vas pas réinventer Raccoon City. Par contre, le fanservice, on peut plus le dire en parlant de la scène où t'as le zombie qui se retourne. Qui est bien évidemment calqué sur la même scène du jeu vidéo Resident Evil 1. Ça, c'est du fanservice. Qui fonctionne pas d'ailleurs. Parce que ça aurait été bien que ce fameux zombie qui se retourne soit le premier zombie qu'on voit dans le film. Sauf que c'est pas le cas, on en a vu 10 autres avant. Donc la scène du coup marche moins. Dans le premier Resident Evil, cette séquence était marquante parce que c'était le premier zombie. Dans le film Resident Evil Welcome to Raccoon City, c'est clairement pas le premier zombie. Mais ça, c'est le problème d'avoir voulu fusionner les deux jeux. C'est que d'un côté, tu devais faire l'histoire de Resident Evil 1, avec les Stars qui partent chercher l'équipe Bravo dans Mallard Spencer, et de l'autre côté, tu devais faire l'histoire de Resident Evil 2 et 3, où l'infection attaque Raccoon City. C'est compliqué de faire les deux. Personnellement, si je devais faire un film Resident Evil, je pense que je ferais une adaptation du 1 qui se passe en partie à Raccoon City. Faire la scène d'introduction à Raccoon City. Introduire les personnages, créer une petite équipe, en tout cas créer une cohésion dans l'équipe. Donc par exemple, moi je commencerais bien mon film je commencerais un film Resident Evil sur une scène d'intro dans un bar où tu as une partie des membres du Stars. Tu peux avoir Barry qui boit un verre, Vickers qui déconne avec Jill. Et d'ailleurs, j'aimerais bien personnellement placer une référence où par exemple la fameuse scène d'intro où on présente les personnages de Resident Evil 1 avec la grosse voix qui fait Chris Redfield. Pourquoi pas imaginer que ce serait Rebecca Chambers, qui est la petite nouvelle des Stars, qui a voulu faire une vidéo promotionnelle pour les Stars. Et j'invente. Et qu'après t'as Brad qui arrive qui fait alors vous en pensez quoi et tout, et créer un petit moment d'amusement. Tu as les membres des Stars qui se rapprochent. Et tout ça à Raccoon City. Personnellement, c'est ça que je ferais. Scène d'intro à Raccoon City, et après, on passe dans le Mallard Spencer.
Mais dans Resident Evil Welcome to Raccoon City, le fait d'avoir le Manoir Spencer, c'est pas du fanservice. C'est le décor du jeu, et ça adapte le premier, le deuxième et le troisième. Oui, c'est normal d'avoir les décors. Par contre, dans The Flash, ça se passe The Flash, dans The Flash, le Batman de Michael Keaton, à part expliquer le scénario, il ne sert à rien. D'ailleurs, il meurt. Voilà, c'est pas un personnage qui est très important. Ça aurait complètement eu être le Batman de Ben Affleck. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument avoir Michael Keaton? Parce que Michael Keaton est un Batman que les gens aiment bien. C'est le problème du faux fanservice. En tout cas, du mauvais fanservice. Ne réutiliser que la nostalgie des gens pour faire vendre des tickets. Et personnellement, mon avis sur le fanservice est un petit peu nuancé. Je pense que c'est important de garder le passé un petit peu de côté, se replonger dedans de temps en temps, ça fait pas de mal. Et ça, que ce soit au cinéma ou dans la réalité, c'est toujours bien de garder son passé de côté, de toujours avoir un œil dessus, qu'il soit bon ou mauvais. S'il est bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des souvenirs. Je veux dire, ça me fait toujours plaisir de revoir Jurassic Park alors que le film a 31 ans. S'il est mauvais, Jurassic Park 2, non Jurassic Park 3 plutôt, Jurassic Park 2 ça va, bah c'est toujours bien de ne pas faire les mêmes erreurs. Pas oublier le passé, faut pas oublier qui on est, mais c'est bon parfois de s'en souvenir. Éviter de faire les mêmes erreurs, et parfois c'est toujours bon de se replonger un peu dans la nostalgie. Le premier parc dans Jurassic World, ça fait plaisir. C'est là, c'est bien, c'est pas trop présent, et c'est toujours cool. Gardez toujours un œil sur votre nostalgie, elle est importante, surtout au cinéma. Faut pas en faire des films, faut pas commencer à poser que nos films sur la nostalgie. Mais de temps en temps, revoir le premier parc dans un Jurassic World, bah, c'est toujours cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à donner si vous vous sentez généreux, parce que oui, vous pouvez faire ça hors des lives. Je les verrai quand même. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.